Et nous allons en parler avec vous, Nathalie Goulet. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci. Merci pour votre présence. Vous êtes sénatrice UDI de l'Orne, présidente de la commission d'enquête du Sénat sur les réseaux djihadistes en France et en Europe. Vous êtes vice-présidente de la commission de défense. À côté de vous, Alain Chouet. Bonjour Alain Chouet. Bonjour. Merci pour votre présence à vous aussi. Vous êtes l'ancien chef du service de renseignement de sécurité de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, les services secrets français. Vous êtes l'auteur de Au cœur des services spéciaux, la menace islamiste, fausses pistes et vrais dangers. C'est un livre extrêmement intéressant, un livre d'entretien avec Jean Guinel, qui est paru aux éditions de la Découverte. Et vous signez dans la Revue des Deux Mondes, numéro du mois d'avril, un point de vue très intéressant aussi sur ce qui nous arrive aujourd'hui. Alors, on va parler de ça, mais Aurore, d'un petit mot, vous nous donnerez votre préambule tout à l'heure. À 12h45, on va retrouver Édouard Zambeau. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et Madame Goulet, entre 13h20 et 14h, là vous répondrez à des questions d'actualité. Ce seront les questions de Karine Bécard, du service politique de France Inter, également celles de Mathieu Croissando, qui est le directeur de la rédaction de l'Obs. Un mot quand même en préambule, qui donne d'ailleurs une certaine idée du climat que nous vivons aujourd'hui. Vous faites un métier dangereux, hein ? Vous avez reçu des menaces de mort sur les réseaux ? Ah, les réseaux sont devenus un champ de bataille terrifiant. On peut pas émettre une opinion sans avoir immédiatement mais une c'est avalanche. même pas une opinion, vous avez posé une question. Oui, mais poser une question, ça peut valoir ça finit par menace de mort. Oui, d'ailleurs, je pensais pas qu'on en parlerait autant parce que finalement, c'est pas moi qui ai communiqué là-dessus, mais je pense qu'il y a des mots-clés. Voilà, il y a des mots-clés qui résonnent. Et oui, ça m'a causé quelques soucis cette semaine. J'espère que ça va s'apaiser. Alors vous étiez, pour que tous ceux qui ne seraient pas au courant comprennent quand même, vous étiez étonné de la possibilité offerte aux contribuables français qui font un don à l'armée israélienne de bénéficier d'une réduction d'impôt de 60%. Ben, c'est une niche fiscale. Alors bon, probablement comme beaucoup d'autres associations. Mais c'est quand même des soldats d'une armée étrangère sur lesquels on peut porter des avis différents. Donc évidemment, vous êtes antisémite. Si vous n'êtes pas d'accord avec la politique israélienne, vous êtes immédiatement antisémite, ce qui n'est pas forcément mon cas, qui l'est même pas du tout. Mais voilà, donc ça a provoqué une ire hystérique des réseaux, donc j'ai eu des choses assez désagréables, donc j'ai communiqué à la plateforme Pharos, mais si vous voulez, je pense qu'il faut distribuer son mépris avec parcimonie, parce qu'il y a beaucoup de nécessiteux, donc passons à des choses plus sérieuses. Bien sûr, vous avez bien raison. Alors, Aurore, le mot ou la réflexion, je ne sais pas au fond, comment vous avez envie de procéder aujourd'hui ? Bon, écoutez, je vais essayer de mettre un Terrorisme petit peu... et démocratie, c'est pas simple, hein ? Terrorisme pose problème. Justement, je vais parler de terrorisme, du mot terrorisme et du mot terreur, en n'en parlant pas, et en mettant un petit peu de silence dans ces mots. Il y a une loi qu'on appelle la loi de la jungle, ou loi du plus fort. Alors pourquoi de la jungle ? Justement parce qu'elle se pratique dans la jungle, donc entre animaux. Pas la moindre trace d'humain ou d'humanité dans la jungle. Mais là, vous allez me dire que chez les humains préside aussi souvent cette loi. Alors d'accord, mais qu'est-ce qui théoriquement permet à l'humain de s'extraire de cette loi du plus fort et d'établir une autre forme de loi ? C'est le langage. Une bonne petite explication verbale, articulée, peut éviter une grosse baston. Un langage verbal est justement ce qui fait de nous des humains et pas des animaux. Mais lorsque l'humain devient inhumain, ça ne l'empêche pas pour autant de pérorer. C'est donc que ce qu'il a de plus humain en lui, la parole, devient elle aussi inhumaine. La parole, les mots, le langage, c'est ce qu'il nous reste ici. C'est même ce pourquoi nous nous réunissons, pour parler et discourir sur le monde, entre gens de bonne famille. Alors j'en appelle à une certaine vigilance, ou plutôt à une vigilance certaine. La loi de la jungle a réussi à se planquer dans le langage, donc restons éveillés, ne nous laissons pas bercer par les mots. Pour citer quelques personnes, ou pour évoquer quelques personnes, Bertolt Brecht invitait à un lessivage des mots pour faire ressortir la substance du discours nazi et pour leur redonner à ces mots leur sens vrai. Victor Klemperer, lui aussi, a disséqué cette propagande mot à mot dans cette même optique. Bourdieu n'a cessé d'affirmer que le langage était un instrument de pouvoir. Barthes a bien dit que toute langue est fasciste. Pourquoi ? Parce qu'on pense dans une langue, on s'exprime quotidiennement dans cette langue, et en grandissant, alors que l'on croit la maîtriser, cette langue, elle se retourne contre nous, insidieusement. La langue nous endort. À employer les mêmes mots, jour après jour, à les entendre employés d'une façon ou d'une autre, on les vide de leur signification, sans même s'en rendre compte. Les mots guerre, terreur, terrorisme, crise de ceci, crise de cela, jungle, tenez.
Alors voilà un mot pour aujourd'hui. Vigilance. Pas vigipirate, vigilance. Face au discours politique, positif aussi, face au discours médiatique, face à son propre discours. Je ne dis pas rejet, ni défiance, je ne dis surtout pas peur, je dis vigilance, écoute éveillée. La vigie de la vigilance surveille, éveille, réveille, émerveille peut-être. Surtout pas de sommeil. Mais travaillons plutôt à réinvestir le langage de sens, et ça passe parfois par le silence. Eh bien, je vais vous écouter, ma chère Aurore, et je vais même commencer par l'importance des mots. Avec vous, Alain Chouet, donc ancien chef du service de renseignement de sécurité de la DGSE. Dans le point de vue très intéressant que vous donnez dans la revue des Deux Mondes dans sa parution du mois d'avril, il y a un mot que vous utilisez qui est le mot confusion. Et Aurore parlait à l'instant de guerre, de terrorisme, d'antiterrorisme. Guerre et antiterrorisme, si on met de la confusion entre ces deux mots, on est très mal parti. Absolument. Je vais, si vous le voulez bien, d'abord vous m'avez confié la lourde tâche d'incarner ici la société civile. Il est donc évident que je m'exprime en tant que simple citoyen et pas au nom de mon ancienne administration. Je voudrais aborder 4 points, si vous le voulez bien, justement, au sujet de cette confusion. Parce que la question, c'est que peut faire une démocratie face au terrorisme. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, elle doit d'abord rester une démocratie. Et c'est pas évident, parce que chaque acte terroriste suscite dans l'émotion, chez nous en tout cas, immédiatement un train de loi plus ou moins liberticide. On finit par s'approcher des dispositions du Patriot Act à l'américaine, dont on sait qu'il n'a rien donné pendant 15 ans, si ce n'est ouvrir les portes à la NSA sur du renseignement économique industriel et sur l'espionnage politique des alliés des États-Unis. Mais enfin, ça n'a pas donné de gros résultats. On le voit avec les frères Tsarnaev, avec les attentats de San Bernardino, et avec les tueurs fous des universités américaines qui vont zigouiller chaque semaine une quinzaine de leurs petits camarades et qui s'en sont exprimés sur les réseaux sociaux et au téléphone, comme les frères Tsarnaev appelaient régulièrement au Daghestan pour faire part de leurs projets. Alors, et on décide ces lois pour quelles raisons? D'abord parce qu'on n'a pas appliqué celles qui existent. C'est-à-dire qu'on a laissé... Et elles sont nombreuses. Et elles sont très nombreuses. Là, pour moi, le citoyen que je suis, on est en train de se perdre un peu dans une confusion sur la déchéance de nationalité, alors que ça existe déjà dans le Code civil, sur l'état d'urgence, alors que l'état d'urgence, ça existe. L'inscrire dans la Constitution, je vois pas que ça fasse trembler beaucoup les terroristes. On se perd dans des débats de ce genre. Alors, il est évident que dans toute société policée, la quantité, la somme, sécurité plus liberté, elle est fixe. C'est-à-dire que si vous voulez plus de liberté, faut sacrifier de la sécurité, et inversement. Sauf dans les sociétés anarchiques où vous pouvez avoir à la fois une entière liberté et une entière insécurité. Voilà. Alors, on a abandonné les territoires entiers de la République. Ça, je pense que Mme la sénatrice évoquera le fait tout à l'heure. Il y a un deuxième point donc on n'a pas besoin de toutes ces lois, on a des lois, appliquons-les, reconquérons les territoires perdus de la République, appliquons la loi sur l'ensemble du territoire français, la loi qui a été votée par les représentants élus du peuple. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, parce que j'en entends un peu trop en ce moment, c'est que, désolé, mais la France n'est pas en guerre sur son sol. C'est pas vrai. C'est pas une armée étrangère qui nous a frappés à Charlie Hebdo ou au Bataclan. C'est la chevauchée sauvage d'une douzaine de types au mois de novembre. C'est pas une armée étrangère, ce sont nos enfants. C'est les rejetons de notre propre société qui nous ont frappés. Et ça, il faudrait peut-être qu'on y pense et qu'on en tire les conclusions. Et on voit bien que tous ces jeunes gens étaient parfaitement connus de nos services de police et de renseignement. Peu d'entre eux, ils avaient tous un passé judiciaire chargé, pourtant peu d'entre eux étaient passés par la case-prison ou pour des périodes assez courtes. Alors c'est évidemment, ça peut s'expliquer ça par une politique pénale qui mise plus sur la réinsertion que sur la prison. Mais alors à ce moment-là, encore aurait-il fallu des prises en charge de ces jeunes. Alors, et dans ce pays où dès que quelqu'un se met un coup de marteau sur le doigt, on réunit une cellule de soutien psychologique, là, il n'y a été fait strictement rien pour assurer leur suivi, leur surveillance, leur réinsertion. Et aucune anticipation, puisqu'on pouvait prévoir en effet que des choses allaient se dégrader. Aucune anticipation. Il y en a plusieurs qui avaient 8 condamnations à X années de prison. Bon, on les relâche dans la nature et on s'occupe absolument plus d'eux. En revanche, et il est vrai que nous sommes en guerre sur le terrain avec
les bandes djihadistes qui inspirent et qui soutiennent ces jeunes qu'on a vus. Mais c'est une guerre que nous ne pourrons gagner que collectivement en engageant l'ensemble des forces européennes et pas en laissant un ou deux, les Français ou d'autres, aller faire la guerre tout seuls sur le terrain. Et il faudra surtout que cette guerre, nous ne pourrons la gagner que si nous la faisons en collaboration étroite avec les gouvernements légaux des pays arabes et musulmans, même si certains, je le sais, et j'ai étudié pas mal la chose pendant 40 ans, sont parfaitement exécrables. On fera le tri après. Ouais. Pour l'instant, on a des priorités, et je rappelle quand même qu'on doit d'autant plus collaborer avec eux que les pays musulmans sont les premières victimes du terrorisme djihadiste. Alors, Enfin, déjà, je vous en prie. Enfin, il faut qu'on sorte de notre schizophrénie diplomatique, parce que en s'attaquant aux petits exécutants, aux petites mains du terrorisme, on s'attaque aux effets du terrorisme et du terrorisme islamique, et pas à ses causes. Et les causes, on les connaît. C'est la synergie entre les intérêts de légitimation d'un certain nombre de pétromonarchies du Golfe et la volonté de puissance des frères musulmans. Et c'est ça qui, pendant 30 ans, a alimenté et continue d'alimenter le terreau djihadiste. Et c'est la matrice du djihadisme, c'est la synergie entre les intérêts de légitimation des pétromonarchies wahhabites qui luttent à la fois contre la concurrence de l'Iran et contre la démocratie, parce que ça ne les intéresse pas du tout, ni la démocratie, ni le nationalisme arabe. Alors on ne peut pas continuer durablement à vouloir lutter contre les exécutants du terrorisme et ignorer le rôle de ceux qui les inspirent, qui les sponsorisent et qui les financent. Alors Voilà. c'est important, Nathalie Goulet, on commence tout de suite la réflexion par... Évitons la confusion. Ne nous trompons pas de discours. Identifions les questions telles qu'elles se posent à nous et non pas telles que nous souhaiterions qu'elles soient. Il faut prendre prise en compte du réel. Les attentats, c'est toujours un message, un attentat. Comment vous recevez ces messages? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Écoutez, d'abord, je voudrais quand même partiellement réagir à ce qui vient d'être dit, parce qu'il y a quand même un contenu dans votre message. Sur toute la première partie, je partage complètement. Des territoires perdus de la République, je partage complètement. J'ai parlé cette semaine de zones de non-droit, mais il y a quand même des zones de non-droit, ou plus exactement des zones où le droit ne s'exerce plus dans notre territoire, dans nos territoires, où il n'y a plus de pharmacie, où il n'y a plus non plus de médecins, où la police, la gendarmerie peut pas aller sauf à se faire caillasser, où les pompiers osent pas aller, il faut quand même le dire. Bon, donc ça veut dire que là, le tout sécuritaire, ça n'a aucun sens. C'est pas comme ça on a voté 14 ou 15 lois antiterroristes à peu près en 14 ou 15 ans. La dernière, le 13 novembre 2015, soit un an jour pour jour, 2014, un an jour pour jour avant les attentats du Bataclan. Donc il faut bien croire que ça fonctionne pas. La dernière loi est juste un an jour pour jour avant le Bataclan. Et on en a encore une autre qui arrive dans 48 heures au Sénat. Voilà. Donc ce que ça nous dit, c'est qu'on a quand même une société d'abord fragile et pour lequel le politique doit être quand même extrêmement modeste, parce que les faux cueils à cas, moi j'y crois pas beaucoup. Et on parle de radicalisation ou déradicalisation. Moi je préfère à ça une espèce de couverture, une globale expression qui est plutôt la rupture du lien citoyen. Et quand on parle d'enfants de la République, il faut voir que ces gens sont nés sur le territoire, qui sont allés à l'école de la République, qui sont supposés avoir été intégrés, et que pour 1001 critères, ils se retournent contre cette République. Alain Chouet, dans son papier de la Revue des Deux Mondes, cite George W. Bush au lendemain du 11 septembre 2001. Et il n'a pas souvent posé des questions très intelligentes, Bush, mais celle-là était pas si mal. Pourquoi nous haïssent-ils tant? Et Alain Chouet nous dit à l'instant que ce sont nos enfants aujourd'hui qui sont ceux qui déclenchent les attentats. Pourquoi nous haïssent-ils tant? Où est la question et où est la réponse? Alors, si on avait la réponse, je pense qu'on pourrait agir plus facilement. Je suis pas très certaine qu'on l'ait. Mais on l'a pas cherché non plus. Non, on l'a pas beaucoup cherché. Et ceux qui ont donné des esquisses de réponse ont été, alors pour le coup, stigmatisés, qui est un mot que j'aime pas beaucoup. Mais quand on dit les choses comme elles sont, vous savez, on a quelques soucis. Vous l'avez rappelé en début d'émission. Donc moi, je voudrais, si vous vous mettez à la place d'un jeune homme ou d'une jeune femme qui est émigré de la deuxième ou de la troisième génération, vous avez des difficultés, vous pouvez ressentir de la discrimination, vous avez un certain nombre de lois qui ont été votées, qui semblent être des lois qui sont, à propos de la laïcité, qui sont uniquement tournées contre l'islam. Je ne fais pas mien ces propos, j'essaie juste de vous donner la version de l'autre côté du périph'. Bon.
Toutes les guerres qui ont été engagées, y compris celle de George W. Bush, ont été des guerres qui ont été engagées contre des pays musulmans. Mais pardon de vous interrompre à nouveau, là c'est très important, puisqu'on parlait de confusion au début avec Alain Chouet. Mais il y a de la confusion. Engagé sur un mensonge. Et voilà une grande démocratie qui, sur un mensonge, engage une action qui va être perçue comme telle par tout le monde. Il n'y a pas que le mensonge, il y a aussi l'inertie, parce que dans les conflits anciens et douloureux, il y a quand même la Palestine. Bon, qui là aussi est un espèce d'abcès de fixation pour un certain nombre de jeunes qui, au moment de l'opération pour Gaza il y a 2 ans, ont manifesté avec des propos antisémites absolument inexcusable, inqualifiable et inacceptable. Donc vous voyez bien que tout ça est un méli-mélo dont on ne peut pas se sortir avec des lois qu'on peut voter et qui sont des lois répressives. Il faut rétablir le lien citoyen, il faut rétablir de la citoyenneté, il faut rétablir du respect et du respect de la différence des religions et des cultures. Et on est très loin. Bien sûr, mais alors comment on fait, Alain Chouet ? Au fond, on disait en commençant, il faut qu'une démocratie réponde en restant une démocratie. Sauf que maintenant, on a des médias d'une puissance considérable, des réseaux à l'intérieur desquels passe le meilleur et le pire. Et tout ça, au fond, je vous cite là, tout ça contribue à amplifier un phénomène de sidération. On a l'impression que tout ce qui nous arrive se nourrit des images qu'on présente pour tenter de l'expliquer. Oui, la société prônée par l'État islamique ou par les salafistes en général est une société féodale. C'est-à-dire celle où chaque suzerain doit prouver sa capacité à assurer la sécurité de ses vassaux et prouver l'incapacité des autres suzerains d'assurer la sécurité de leurs vassaux. Ce que fait l'État islamique par rapport à nous, c'est-à-dire vous n'êtes pas capable de protéger votre propre population dans une vision extrêmement féodale des choses, donc vous ne valez rien. Ce qu'on essaye de nous faire là, c'est de prouver que nos sociétés ne valent rien et donc de prouver aux autres, aux éventuels aspirants, qu'il faut refaire un autre modèle de société où le suzerain assure la prospérité et la sécurité de ses vassaux. C'est la démarche de l'État islamique. À partir de là, nous, quand on amplifie le phénomène de sidération et d'affaiblissement de nos populations, on joue son jeu et c'est ce qui se fait malheureusement beaucoup trop dans nos chaînes d'information continue où on décline en boucle la dévastation et l'autoflagellation finalement, c'est-à-dire nous sommes faibles, continuez les petits gars. Voilà. Alors le gros travail collectif, je dis bien collectif, celui que nous avons tous ensemble à faire, puisque nous sommes encore une démocratie, c'est le devoir d'informer pour les médias. Ce devoir d'informer doit prendre en compte la nécessité impérative de ne pas transformer ce devoir en publicité implicite pour Daesh ou pour tous ceux qui sont à l'origine de ce qui nous arrive. Mais vous avez 2 choses. Vous avez le temps médiatique. Et puis vous avez le temps de l'information. Vous n'avez plus du tout de secret de l'instruction, puisqu'elle est ouverte. Ça n'existe plus, le secret de l'instruction. C'est même pas la peine d'en parler. C'est une vue de l'esprit. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Bon. Et donc, vous avez le temps médiatique. Et ce temps médiatique, qui dans le temps avait un temps, aujourd'hui n'a plus de temps. C'est du 24 heures sur 24 en permanence. Et donc, il faut nourrir ce temps médiatique. Et vous avez en même temps ce 24 heures sur 24 à nourrir, et en même temps une réduction. Je voudrais reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure au propos de la parole. Enfin, on est quand même arrivé au bout du banc avec une loi qui ouvre un compte sur Twitter et qui parle en 140 signes. Vous voyez bien que à la fois il y a un temps long et répétitif, terriblement répétitif de l'information, et en même temps une réduction de la parole en 140 signes. Vous voyez bien que là il y a aussi quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Il y a quand même des discordances. Donc, si vous voulez qu'on travaille sur ces sujets de rétablissement du lien citoyen, ce qui est notre devoir à tous, parce que ce soit en Belgique, en Turquie ou ailleurs, on est tous sur le même bateau. Et vous l'avez rappelé très justement, les musulmans sont quand même les premières victimes de ce terrorisme qui quand même a rejoint les rangs du grand banditisme plus que de la foi et de la croisade. Mais d'ailleurs, ceux qui le pratiquent sont pour la grande majorité issus du grand banditisme. Mais la porosité des circuits, on pourra parler du financement si vous voulez un peu plus tard, mais la porosité des circuits est une évidence. Donc si vous voulez, c'est pas des gens qui partent en croisade. Ils y partent pas au nom de Bouddha non plus. Donc il faudra aussi qu'on en parle, parce qu'ils y vont quand même au nom de l'islam, dévoyés certes, mais au nom de l'islam. Donc il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle clairement.
Voilà. Mais en même temps, ce sont des bandits et ce sont des gens qui sont des délinquants. Alors voyons le projet, Alain Chouet, parce qu'il y a évidemment un projet. Vous disiez, ce ne sont pas des terroristes, ce sont des gens qui sont organisés avec un chef, avec une armée, avec des uniformes, avec des moyens financiers, avec du matériel militaire. Et donc il y a un projet. Le projet, semble-t-il, c'est d'instruire dans nos sociétés la haine de l'autre. Donc nous monter les uns contre les autres. Et ça, c'est peut-être la première question qu'une démocratie doit se poser. Comment éviter ça ? Oui, bien sûr. Bon, l'État islamique, moi je l'appelle l'État islamique, je l'appelle pas Daesh. De toute façon, Daesh, c'est l'acronyme arabe de l'État islamique. Donc on va pas rentrer dans les trucs. C'est une organisation qui a sans doute encore, un projet d'État, mais qui est en train de subir la même dérive qu'Al-Qaïda dans les années 1998-2001, c'est-à-dire que perdant son contrôle territorial, elle se reconvertit au terrorisme international pour conserver ses sponsors, ses financiers, parce qu'il y en a, et ses instigateurs idéologiques. Et puis, pour pouvoir recruter, et elle voit bien que l'ennemi pour elle, il est en Occident, en Europe, en Russie, aux États-Unis, et qu'il faut dissuader les opinions publiques de ces pays d'intervenir. Et pour ça, le mieux, c'est d'instrumentaliser différentes choses, différents gaps, différents fossés dans nos propres sociétés, en dressant l'ensemble des musulmans contre eux, en véhiculant en plus une vision de l'islam qui est celle d'Ibn Taymiyyah, un néo-hanbalisme, Ibn Taymiyyah et Ibn Abdel Wahhab, qui est une vision complètement fantasmée, rétrograde de l'islam qui, moi, quand j'ai commencé dans ma carrière d'arabisant, le salafisme, c'est-à-dire le wahhabisme, celui des déobandis au Pakistan, etc., c'était 2% du monde musulman, et ça en devient 30% parce que l'Arabie saoudite, à partir de 1979, à partir de la révolution islamique, a essayé de prendre le contrôle de l'islam mondial à coup de pétrodollars. Voilà. Et là, on récolte nos 30 années d'efforts d'un certain nombre de pétromonarchies pour conquérir des cœurs musulmans, et ça se fait aux dépens des démocraties. Forcément. Alors, autre chose qui menace, et vous avez prononcé un mot qui est très important, l'instrumentalisation, qui menace nos démocraties. Pardon de ce petit référent historique, mais il est intéressant. Le premier attentat à la voiture piégée, c'était le 24 décembre 1800. Et c'était Napoléon qui était visé. Ils ont raté Napoléon, mais ils ont tué plein d'innocents. Mais qu'est-ce que fait Napoléon ? Il va se servir de l'attentat qui vient de se produire pour éliminer toute son opposition républicaine. Instrumentalisation du fait terroriste au profit d'un enjeu politique. Et là aussi, il y a une grande menace pour la démocratie. Et on voit très bien aussi comment certains peuvent récupérer la menace terroriste pour faire passer des projets politiques qui sont d'une autre nature. Mais la réalité, c'est que le danger existe vraiment. On est quand même sous une, enfin, je parle sous votre contrôle je parle sous le contrôle de la société civile. On est quand même sous une vraie menace. C'est pas du tout un argument pour faire passer des lois répressives. C'est parce qu'il y a vraiment un problème. Mais le plus gros problème, à mon sens, et je vais vous le dire aussi délicatement que je peux, c'est qu'on sait pas faire. Les démocraties savent pas faire. On est dans une balance. Mais pourquoi on ne sait pas faire ? Mais d'abord, on n'est pas préparé. Ensuite, on n'a pas voulu regarder. On parlait tout à l'heure, hors micro, de l'islamisation en prison, dont certains très bons sociologues et spécialistes parlent depuis 30 ans sans qu'on ait voulu regarder. On parle de la déliquescence d'un certain nombre de quartiers depuis des années sans que personne veuille regarder. On continue à sucrer des budgets. On interdit à des policiers d'aller jouer au football avec des équipes de jeunes dans les quartiers, alors que c'est là que se crée le lien. On fait tout un tas de choses qu'on ne doit pas faire. Et Pardon, mais au moment des municipales, dans certaines municipalités, on se sert de la présence de musulmans en considérant que ça peut être aussi des foyers islamistes, et on en joue politiquement, et on l'a vu aussi bien à droite qu'à gauche d'ailleurs, des deux côtés. On parle pas exactement du même temps, je vous parle mais en même temps... Instrumentalisation politique quand même. Oui, mais on a une instrumentalisation avec une hypocrisie qui est terrifiante. On veut pas de statistiques ethniques, parce que c'est pas bien. Les statistiques ethniques, je vous le dis,
je vous le répète, mon père ayant porté l'étoile jaune, je remercie nos amis de me traiter d'antisémite et de raciste, parce que ça arrivera, je peux vous dire une chose, les statistiques ethniques sont un outil de lutte contre la discrimination, quand elles sont bien faites, bien préparées, et avec un système qu'on connaît maintenant à peu près. Donc, depuis le temps qu'on nous dit qu'il y a 5 millions de musulmans en France, il y en a probablement 7. Bon. Deuxièmement, comment vous voulez satisfaire aux besoins d'une population quand vous ne la connaissez pas? Je parle pas seulement des musulmans, je parle des carrés juifs dans les cimetières, comme des carrés musulmans, comme de l'abattage rituel. La France a changé. D'accord ? La France a changé, elle est multiple, elle est diverse. Les Français de confession musulmane ont toute leur place dans la République, comme les Français de confession juive, comme les Français musulmans, bouddhistes, athées, avec le droit de croire ou de pas croire. Mais on est dans une hypocrisie absolument extraordinaire où on essaye de régler un problème sans poser la question. Donc il va falloir quand même qu'un jour, c'est pour ça qu'on a une mission d'information sur l'islam en France, c'est pas du tout pour faire des préconisations, c'est pour juste essayer de comprendre comment ça fonctionne et comment on peut aider à reconstituer ce lien social avec une partie de la population française. Voilà. Il y a quelque chose de très intéressant. Nous avons, représentant la société civile, devant nous un homme qui a dirigé le service le plus en pointe des services secrets français, qui a été engagé par les services secrets. Pourquoi ? Parce qu'il pratiquait, après avoir fait les langues zo, plusieurs langues arabes. Et donc sa première lecture et sa première approche a d'abord été une lecture culturelle. Bon. Et vous, le tout sécuritaire, vous le battez en brèche, Alain Chouet, pour dire qu'au fond, les réponses dans notre société, c'est d'abord de savoir à qui nous nous adressons et de proposer les meilleures réponses possibles. Bon. Comment se fait-il, là où vous étiez, au niveau où vous étiez, que les politiques n'aient pas plus écouté des hommes et des femmes, il y a des femmes aussi dans les services qui travaillent, qui leur disaient ça? Pourquoi vous n'avez pas écouté? Bon, d'abord, relativisons, j'étais arabisant, effectivement, et quand je suis rentré dans les services spéciaux en 1972, on m'a dit que je ne servais pas à grand-chose, que l'avenir du monde était dans le Pacifique. Bon, après 73, ça a changé. On a des raisons de s'inquiéter quelquefois quand même. Mais effectivement, je remercie Langzo et un certain nombre d'institutions de m'avoir donné plus qu'une connaissance de la langue, comme on peut l'apprendre dans certaines écoles, je cite pas de nom, pas faire de pub, mais on y apprend aussi les schémas culturels et la façon de penser des autres. Et bon, alors oui, non, les politiques veulent pas entendre ça. Hein, en général, c'est horrible parce que d'abord, ça rentre dans aucune case et ça fonctionne pas. Et on ne veut pas voir. Hein, quand les frères Kouachi vont rendre visite à monsieur Djamel Begal, qui était en résidence surveillée parce qu'on pouvait pas l'expulser vers l'Algérie dont il était originaire parce qu'il y encourait la peine de mort, c'est vrai. Donc quand les frères Kouachi vont voir monsieur Djamel Begal, qui est en résidence surveillée sous la surveillance des flics, eh bien les flics s'en vont pour que ces jeunes gens puissent discuter tranquillement entre eux. Et Djamel Begal, c'est lui qui forme les frères Kouachi, hein, et qui leur dit ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Eh bien, on ne veut pas voir parce qu'on ne sait pas. On n'a pas anticipé, on ne sait pas ce qu'on va faire après si on sait. Voilà. Et moi, je me suis heurté pendant 30 ans à cette espèce d'incompréhension du politique qui dit « je veux pas le savoir, débrouillez-vous avec vos moyens. Vous êtes chargé d'aller mener des opérations proactives à l'étranger, faites-le et nous embêtez pas. On veut même pas savoir ce que vous faites, hein, parce que c'est pas bien propre ce que vous faites, ce qui est vrai. Hein. Voilà. Et moi, j'ai vécu ça pendant 30 ans. Et malheureusement, face aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui, parce qu'on a quand même des morts dans nos rues, eh bien, on continue. J'ai l'impression qu'on continue sur le même schéma. J'espère que ça changera. Alors, on n'a pas beaucoup écouté Alain Chouet. J'ai l'impression, Nathalie Goulet, qu'on vous écoute pas beaucoup plus là où vous êtes. C'est-à-dire que, présidente de la commission d'enquête du Sénat sur les réseaux djihadistes en France et en Europe, quand vous dites, tenez, prenons un exemple concret. Les cartes prépayées, les cartes téléphoniques prépayées, n'importe qui peut les utiliser sans qu'il y ait le moindre contrôle. C'est une vieille histoire. Ouais. Eh ben, ça fait combien de temps que vous dites ça? Alors, ça date de 2012, à vrai dire, parce que avec Éric Bocquet, mon complice communiste, républicain et citoyen, excellent sénateur du Nord, que je salue, j'espère qu'il écoute, il a demandé 2 fois de suite des commissions d'enquête sur l'évasion fiscale, et le Sénat est la première institution qui avons travaillé sur la fraude et l'évasion fiscale. On a été un peu arrêté dans notre élan par Cahuzac quand même, mais quand même, il nous a doublé. Hein. Il a été beaucoup plus fort que nous. Mais voilà. Et donc dans le travail qu'on avait fait avec Tracfin, etc., et dans les nouveaux moyens, parce que là aussi il y a des nouveaux moyens. Tracfin, peut-être, Aurore, il faut préciser. Non, Tracfin, il y en a certains qui ne savent pas encore ce que c'est que Tracfin. C'est l'unité qui s'occupe la délinquance. La délinquance financière, mais surtout les signalements, qui traitent les signalements et qui remontent
des circuits de fraude à partir de signalements. Donc c'est un service formidable qui marche. Ils ne sont que 100. Hein Ils ne sont que 100. On a quand même bien augmenté ces derniers temps. TracFin, c'est formidable. Il faut inviter les gens de TracFin. C'est extraordinaire. Ils travaillent d'une manière formidable, comme nos services d'ailleurs, qu'il faut rendre hommage. Donc, pendant ces 2 commissions d'enquête d'affilée, on a d'abord découvert des choses absolument incroyables. La facilité, la porosité avec laquelle on pouvait faire de la fraude fiscale, y compris balader des lingots d'or, des espèces, etc. Bon, bref. Et la fraude au crédit aussi, on peut n'importe qui. Ça rentrait, c'est pas de la fraude fiscale, ça c'est de l'inconscience des organismes prêteurs et on n'était pas arrivé à l'utilisation, nous on était juste au mécanisme de fraude. C'est après qu'on a fait le lien. Bon, et il y avait ces cartes prépayées et on a demandé dans le rapport de 2012 et dans celui de 2013 leur interdiction. Et puis dans la fameuse loi antiterroriste du 14 novembre 2014, j'ai donc déposé des amendements en demandant qu'on interdise les cartes prépayées, etc. Ce à quoi le rapporteur m'a expliqué que ça n'avait absolument aucun lien avec le terrorisme et que donc il m'a retoqué mon amendement. Donc j'en ai déposé un certain nombre que j'ai quand même défendu parce que comme ça le journal officiel est mon témoin malgré tout. Et donc on a pris date. Donc la semaine prochaine, dans le débat, je vais reposer les mêmes amendements. Donc maintenant, il y a la loi Sapin qui intervient, il y a un texte sur le terrorisme, on a quelques mesures financières de contrôle aussi. Mais si vous voulez, c'est difficile. C'est difficile de le faire passer. Alors je dis pas que j'ai raison, que je suis toute seule, etc. On est plusieurs. Je vous dis Éric Bocquet, on travaille absolument. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre nous quand on travaille avec Transparency ou Anticorps. Bon, il y a des mécanismes auxquels il faut faire face, qui sont des mécanismes nouveaux. Mais vous avez en matière, par exemple, prenons la délinquance par Internet, prenons tous ces nouveaux circuits financiers qui passent par la dématérialisation, etc. Bon. Je vais quand même vous dire que vous avez 577 députés, 348 sénateurs, donc quand même une bonne partie, ça va faire fonctionner leur téléphone portable. Donc, parler de haute technologie, de délinquance financière, etc. Bon. Et puis dans les services. Dans nos services qui sont formidables, pour avoir des gens excellents, il faut pouvoir les payer. Et quand vous avez de la fraude à haut niveau, quand vous avez, on n'a pas les moyens d'avoir les personnels qu'il faut parce que le privé nous les prend, parce que le public n'est pas capable de les garder. Et ça, c'est aussi un problème de la formation de nos agents. Et pour tout ça, ça demande aussi du travail et du temps. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'à vous écouter l'un et l'autre, là, on n'est pas dans la théorie, on est dans la prise en compte du réel, à commencer d'ailleurs par les mots et le sens des mots. Alors, on entend partout, y compris sur notre propre antenne, notamment ce matin, que Daesh, pardon d'utiliser l'acronyme, mais recule, a perdu Palmyre, que Daesh perd pied militairement. Sauf que ça va nous compliquer beaucoup le parcours, ça, parce que s'ils perdent pied militairement sur le terrain, ils vont taper ailleurs, et notamment continuer, peut-être même amplifier cette violence terroriste déterritorialisée. Donc, tout ce que vous venez de dire l'un et l'autre, qui est au fond une sorte de contournement du réel par la sphère politique, la sphère médiatique et les autres, on n'en a pas fini avec cette affaire. Il faut qu'on revienne vite à la prise en compte de ce qui nous arrive pour de bon, si on veut rester une démocratie. Contournement, j'oserais pas employer. C'est pas du contournement. C'est quand même. Moi, j'emploie une image, mais je vous rends la parole dans une demi-seconde. Mais moi, j'emploie une image qui est toujours la même. Vous avez une boîte avec des morceaux de puzzle. Vous n'avez pas l'image. Vous savez pas si vous avez 300 ou 3000 pièces. C'est-à-dire qu'on est devant une espèce de nébuleuse et il faudrait agir partout en même temps avec les bons outils concomitamment. On n'est pas préparé à ça. Et donc, on peut pas dire que le gouvernement soit pas motivé, on peut pas dire que le Parlement soit pas motivé, on peut pas dire que nos agents soient pas motivés, on peut pas dire que l'Europe soit pas motivée. Il y a juste des délais de réaction qui sont extrêmement longs face à une menace qu'on appréhende quand même très mal. Donc c'est vraiment compliqué à gérer. Donc c'est compliqué, mais il y a quand même parfois des maladresses. Bien sûr. Un Premier ministre qui dit, au fond, expliquer, c'est pardonner. Non, expliquer, c'est essayer de comprendre. Et si on ne comprend pas, on ne peut pas essayer de résoudre. Donc, c'est ça l'importance des mots, revenir à ce qui nous arrive pour de bon si on veut rester une démocratie et apporter les meilleures réponses. Ça va continuer, Alain Chouet. Bien sûr, on doit. Bon, alors d'abord, on doit commencer effectivement par expliquer, parce que l'État islamique n'épuise pas la totalité de la menace djihadiste, terroriste. La vraie phrase était d'ailleurs expliquer, c'est excuser. Dans le monde. Ce qui n'est pas mieux. Il y a d'autres groupes qui fonctionnent comme l'État islamique actuellement, c'est-à-dire qui mènent des guerres de guérilla pour essayer de s'assurer le contrôle d'un territoire. Boko Haram, les Chebabs somaliens, AQMI, enfin ou les diverses branches d'AQMI. Et le Yémen.
Et au Yémen aussi, bien sûr, mais là, on a largement amplifié le phénomène par certaines interventions militaires. On en aura d'autres. Hein, et on en aura d'autres parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, on s'attaque aux effets de la violence islamique, pas à ses causes, pas à ses origines, pas à ses financiers. Et sur le financement, je voudrais quand même dire quelque chose. C'est que exécuter un acte terroriste, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Hein. On évalue les attentats du 11 septembre à $500 000. À mon avis, c'est assez surévalué, mais enfin bon, admettons, $500 000, c'est des sommes qui voyagent très bien en petites coupures numéro ne se suivant pas dans des valises. Hein. Et là, on peut mettre tous les tracfins de la terre qu'on veut, on les trouvera pas. Ce qui coûte cher dans le terrorisme, c'est la préparation de ceux qui vont devenir terroristes, leur prise en charge, la prise en charge de leur famille, leur formation, parce qu'on va pas se suicider comme ça du jour au lendemain. Hein, il faut former les gens à travers des imams, des mosquées, des centres culturels, des centres sportifs, etc. C'est ça qui coûte cher. Et malheureusement, le financement de ce genre de structure, lui, il n'est pas illégal. Hein. Et donc, on a des flux financiers énormes. Le département du Trésor américain en parle pratiquement tous les ans dans son rapport au Sénat. On a des flux financiers énormes qui irriguent ça et qui restent tout à fait en dehors à la fois de notre compréhension et d'une répression quelconque. Là, vous nous amenez directement, Alain Chouet, sur le terrain d'Édouard Zambo. On va aller dans périphérie. Le financement de ce que vous dites, le culturel, le social, le politique au meilleur sens du mot, comment on partage l'espace de la cité, c'est ça la belle politique. Ça coûte cher aussi. Très cher. Et oui, sauf qu'on met pas l'argent à cet endroit-là. On va le mettre dans le blocage des frontières, on va le mettre dans le tout sécuritaire. J'ai vécu l'époque où la condamnation des poubelles publiques dans le cadre en France, dans le cadre du plan Vigipirate, était supérieure au financement de mon service. C'est pas vrai. Si. Mais c'est dangereux des poubelles. Absolument. Je n'en doute pas. Allez, périphérie, parce qu'il est grand temps. Là. Agora, sur France Inter. Édouard Zambo, quand même, hein, c'est énorme ce qu'on vient d'entendre là. Les poubelles, oui. Ouais. Ça coûte cher, les poubelles. Ouais, mais il en faut. Je vais vous parler trêve, moi, aujourd'hui. Mais pas la même, pas celle que vous avez évoquée. La fin du mois de mars, c'est le printemps, ça nous réjouit, nous. Hein. Mais c'est aussi la fin de la trêve hivernale et c'est moins joyeux pour de nombreuses familles. Dès vendredi, les expulsions locatives vont pouvoir reprendre. Pour mémoire, hein, ce sont les derniers chiffres dont on dispose. En 2014, 132 000 expulsions ont été prononcées par les tribunaux sur les 180 000 procédures qui ont été engagées. Et 11 604 ont été effectuées avec le concours de la force publique, comme on dit. Un chiffre qui est en augmentation de 15% sur un an, qui dit peut-être quelque chose aussi de la précarisation de notre pays et qui permet de mesurer l'ampleur du phénomène. Et pourtant, ce chiffre, hein, selon la Fondation Abbé Pierre, est extrêmement sous-évalué. Alors, à l'approche de cette échéance, les personnes qui sont menacées tentent souvent, désespérément, de trouver une solution et une aide de dernière minute. Et la plateforme de prévention des expulsions qui a été initiée par la Fondation Abbé Pierre il y a maintenant 6 ans connaît, en cette fin du mois de mars, son pic d'activité, si vous m'excusez le mot. J'ai donc passé un moment avec les bénévoles de ce dispositif et puis avec les responsables de la Fondation Abbé Pierre qui tentent, dans l'urgence, de trouver des solutions juridiques et des pistes d'hébergement d'urgence pour ceux qui, le week-end prochain, n'auront plus de toit. Périphérie, Édouard Zambo. Oui, Fondation Abbé Pierre, bonjour. Je vous écoute. Il se peut que je sois expulsé de mon appartement. Et j'ai 5 enfants et j'aimerais savoir, s'il vous plaît, qu'est-ce que je pourrais faire. Prévention des expulsions, bonjour. Oui, madame, bonjour. J'ai eu votre numéro ce matin au bureau d'aide sociale. J'appelle, je ne sais pas si je suis au bon endroit, c'est concernant une expulsion. Je suis maman seule avec 3 enfants, je fais l'objet d'un avis d'expulsion. J'ai reçu un commandement de quitter lié, donc je suis en expulsion. Le 30 mars, c'est la date que beaucoup de ménages aujourd'hui en France craignent le plus, c'est-à-dire celle qui va sonner la fin de la trêve hivernale des expulsions locatives, c'est-à-dire qu'on va pouvoir être expulsé. Quand on a rencontré des accidents de la vie, des difficultés pour payer son loyer, quand on a perdu son emploi, et donc tous les matins, toutes les heures, toutes les nuits, eh bien, on a la peur au ventre de voir arriver les forces de l'ordre, de voir arriver les huissiers, de se voir mettre les meubles en bas de la cage d'escalier avec les enfants. Donc c'est une date de grande angoisse pour beaucoup de nos concitoyens. Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Vous dites pour beaucoup, pour combien? Ça représente quoi, là? On peut s'attendre dans les semaines, dans les mois qui viennent, à combien d'expulsions? Combien y en a-t-il eu l'année dernière, par exemple?
C'est très compliqué parce qu'en fait, on sait par exemple qu'il y a à peu près 130 000 décisions de justice qui font une résiliation de bail, donc qui peuvent entraîner l'expulsion locative. Ça a augmenté quand même de 56% en 12-13 ans. Mais si on regarde les expulsions réelles avec les forces de l'ordre, les expulsions effectives avec le concours de la force publique, on est à peu près à 12 000. 11 000, c'est quand même une augmentation importante, à peu près 80% en une dizaine d'années aussi. Mais on sait qu'en fait, ça, c'est la comptabilisation de l'intervention des forces de l'ordre. Mais en réalité, il y en a beaucoup qui n'attendent pas que les forces de l'ordre soient dans la cage d'escalier, et donc vont partir avant. À la Fondation Abbé Pierre, on évalue à peu près à 40 000 expulsions effectives. C'est-à-dire que c'est un fléau. C'est un fléau majeur. C'est-à-dire que c'est 40 000, disons, par an, ça veut dire 400 000 en 10 ans. Et ça veut dire qu'on est en échec, qu'on n'a pas su enrayer ce processus des expulsions locatives. On n'a pas su prévenir plutôt que punir. Par exemple, intervenir au moment où l'impayé commence à se constituer très vite. Alors, on perd un emploi ou on perd quelques heures dans son emploi quand on est payé au lance-pierre, ou il y a une séparation conjugale, donc on n'a plus qu'un petit salaire. Et à ce moment-là commence à rentrer la spirale des impayés. C'est à ce moment-là qu'il faut intervenir. Périphérie sur France Inter. Bon, j'ai eu des retards de loyer, j'ai été jugé, j'ai été condamné et je suis expulsable. Et là, votre dette, elle est à combien, monsieur? Ma dette, elle est à 4 000 euros. Et moi, je suis dans la période de protection du 31 octobre au 31 mars. Il faut que je dégage le logement le 1er avril. Alors, j'ai reçu un courrier du préfet, comme quoi l'huissier avait droit au recours de la force publique. La gendarmerie vont me foutre dehors. En cette période de l'année, il est vrai qu'on a plus de personnes qui nous appellent parce qu'ils risquent d'être expulsés très prochainement, dès la fin de la trêve hivernale, à partir du 1er avril. Marie Rotan, chargée de mission accès au droit, responsable de la plateforme Allo Prévention Expulsion à la Fondation Abbé Pierre. Qu'est-ce qui vous téléphone là cette semaine ? On a eu ces derniers jours pas mal d'appels de personnes qui ont des ressources plutôt confortables, on va dire, par rapport à beaucoup de gens, mais qui parfois sont rejetés des services sociaux parce que justement on leur dit qu'ils ont trop de ressources. On se rend compte, et vraiment de plus en plus ces dernières années, que ça touche vraiment toutes les franges de la population. Bien évidemment, plus les personnes qui ont de faibles ressources, mais on trouve des personnes qui gagnent 2 000 euros, 3 000 euros, qui sont menacées d'expulsion. On a quand même près de 70% de personnes seules qui sont les plus visées par les procédures, toutes seules ou seules avec enfants. Est-ce que les gens qui vous appellent sortent souvent d'une période de déni ? Je veux dire par là qu'ils ont reçu il y a 6 mois, il y a 1 an, le début d'une procédure et qu'ils ont mis ça sous le tapis. Ça arrive. Alors c'est pas la majorité des gens qui nous appellent non plus, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de faire face et qui malheureusement soit n'ont pas trouvé les bonnes informations, n'ont pas eu les bonnes personnes vers qui se tourner, ou qui, malgré tout cela, la situation ne peut s'améliorer parce que on a par exemple une disproportion loyer-ressources qui fait que tant qu'il n'y a pas de nouveau logement, il n'y aura pas de solution. Mais on a en effet certaines personnes qui ont trop honte ou qui, pour des raisons de santé, de difficultés au sein de leur famille, de perte d'emploi, de dépression parfois, en effet ne font pas face et ne prennent pas en main la situation par rapport à la procédure d'expulsion. Il faut dire aussi qu'elle est très complexe, on reçoit beaucoup de documents. Et puis, ce qu'on explique toujours, c'est que la procédure d'expulsion, quelque part, c'est la résultante d'une cause. Et cette cause-là, il ne faut pas oublier qu'elle occupe la majorité de l'esprit des personnes. On s'est séparés, on a perdu son emploi, on a un cancer, on est en dépression. C'est ça qui va occuper le quotidien. Et finalement, la procédure d'expulsion, elle vient s'ajouter, mais c'est pas toujours la chose principale de laquelle il faut s'occuper. Et c'est ça qui est difficile à faire entendre par pas mal d'institutions, par pas mal de partenaires. Attention, les personnes, elles ont déjà leurs difficultés à gérer. Et elles gèrent le quotidien aussi. Alors parfois, la perspective de l'expulsion effective, elle est assez éloignée. Donc ça n'occupe pas l'esprit au quotidien. C'est pour ça que parfois, on laisse aller quelques démarches ou qu'on fait pas toujours ce qu'il faut. Mais ça fait peur aussi, la justice. Et j'aimerais savoir, s'il vous plaît, qu'est-ce que je pourrais faire avant que j'arrive devant le juge pour pouvoir me défendre pour pas être renvoyé de chez moi. Ok, j'ai noté votre numéro de portable, je vous rappelle dans quelques minutes pour que vous n'ayez pas à payer la communication. On est là à regarder les choses, ça y est, ça va être la trêve, catastrophe. Mais si on avait mis à profit les 3-4 mois de trêve pour aller au-devant des ménages dont on connaît la situation parce qu'ils ont fait l'objet d'une intervention de justice,
pour aller essayer de trouver des solutions avec eux, plutôt que de déplorer cette logique d'intervention qui consiste à dire on anticipe, on n'arrive pas à le penser dans ce foutu pays. Le plan quinquennal de lutte contre la pauvreté avait fait de la prévention des expulsions locatives l'un des objectifs. Après la loi Allure, les décrets sont pas sortis. Ils vont sortir quoi à la fin du quinquennat ? J'ai envie de répéter, quoi. Il ne s'agit pas d'excuser, il s'agit de comprendre. Mais quand j'entendais tout à l'heure Alain Chouin nous dire ce sont nos enfants qui nous frappent, cette misère sociale, elle a aussi beaucoup porté cette forme de violence et de réaction. C'est pas une petite question. Hein. Oui, vous avez beaucoup invoqué la loi, la force de la loi dans la première partie de ce débat. Un collectif de 34 associations, je ne vais pas toutes vous les citer, mais qui va de la Ligue des droits de l'homme à la Fondation Abbé Pierre, en passant par les Petits Frères des Pauvres, Médecins du Monde ou le Secours catholique. Mais le doigt, il a publié encore un communiqué à la fin de cette trêve hivernale sur la défaillance de l'État qui ne tient pas ses engagements. On entendait Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre dire « les décrets d'application ne sont pas publiés ». 2 ans après, j'ai devant moi la circulaire signée par Manuel Valls pour la prévention des expulsions et Cécile Duflot en 2012. Pourquoi la loi, y compris dans ces domaines-là, reste performative, j'ai envie de dire, dans l'intention ? Je peux pas vous dire parce que c'est manifestement une tradition française que les décrets sortent très tard. Les conventions internationales sont ratifiées entre 3 et 12 ou 14 ans après leur signature, dans les meilleurs des cas. Les décrets ont pas mal... Alors, il y a du progrès. Je dois dire que ces 2 ou 3 dernières années, il y a un vrai progrès. Les ministres s'engagent. C'est dans ça que se niche aussi le déficit de confiance entre citoyens et politiques. De ces lois illusoires, j'ai envie de dire, de ces droits factices comme le droit au logement opposable. Oui, alors, moi, je vais vous dire, j'ai écouté ça avec beaucoup d'intérêt. J'ai eu des accidents de la vie, ça m'est arrivé, et je sais ce que c'est que pas avoir de chéquier et être expulsé, il se trouve, comme ça. Mais les accidents de la vie vont dans les 2 sens. Parfois, vous avez des mauvais accidents, puis après, vous en avez des bons. Et je me suis fait insulter parce qu'une des premières mesures que j'avais, c'est une vieille tradition chez moi, c'était une réduction des interdictions de chéquier de 10 à 5 ans. Ça a l'air de rien. Mais 10 ans d'interdiction de chéquier, c'est une impossibilité pour les gens de se réinsérer. C'est comme une condamnation à mort. Et c'était 10 ans avant. C'est-à-dire que pour un chèque, à l'époque, les plus anciens d'entre nous vont sourire, mais vous aviez un chèque de 35 francs 50 chez Félix Potin qui vous faisait sauter votre compte ou votre découvert. Après, il fallait payer des amendes, des timbres-amendes qui coûtaient le double. Jamais les gens arrivaient à s'en sortir. Bon. Et donc, vous voyez, il y a tout un tas de détails. Mais je pense que on appréhende encore mal le sujet. Alors les décrets, est-ce que les décrets servent? Est-ce que les associations font? Quel type de bailleurs sociaux sont concernés? Quel type de propriétaire est concerné? Là aussi, il faut un équilibre entre le droit du propriétaire et celui du locataire. Bon, et je vous parle pas, alors pour le coup, des gens en situation irrégulière qui occupent des locaux, qui payent on ne sait pas comment, ou plus exactement on sait comment, mais on veut pas le voir. Plus les marchands de sommeil. Enfin, je veux dire, c'est un vrai problème. Alors, le logement, je dois vous dire, je suis notoirement incompétente. Donc, je m'arrêterai là. Alain Chouet, j'ai envie de revenir au fond à ce qui est le thème de l'émission démocratie et terrorisme. Si nous voulons rester une démocratie, confrontée à ce que disait très bien Nathalie Goulet à l'instant, c'est-à-dire que la menace, elle est réelle, c'est pas une fiction, elle est là. Mais si nous voulons rester une démocratie, que dire à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui d'aller différemment de là où ils vont, c'est-à-dire moins de sécuritaire et plus d'actions culturelles, sociales, politique au bon sens du mot, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on partage ensemble? Où est la solution? Oui, alors certainement, effectivement, une meilleure prise en charge de notre propre société, une meilleure écoute, et avec les instruments nécessaires, ceux que vous disiez sur les statistiques ethniques, etc. Il faut revenir sur un certain nombre de tabous de la société française et aller vers ce meilleur encadrement. Je vois que quelqu'un comme Dounia Bouzard travaille avec des bouts de ficelle et je ne sais pas si sa réponse à elle est la mieux adaptée, j'en sais rien, mais ce que je vois, c'est que les structures qui visent à reprendre les choses en main sont très peu nombreuses et travaillent avec pratiquement rien, alors qu'on dépense des milliards dans des opérations de sécurité qui ne me paraissent pas tout à fait justifiées. Donc il y a un vrai rôle du politique là de reprendre un certain nombre de leviers de contrôle. Mais il faut aussi,
que le politique fasse bien comprendre à son opinion publique, à ses électeurs, que les élus fassent comprendre à leurs électeurs que la sécurité, ça se fait ensemble. Ça peut pas être délégué à des services dont on dira ensuite ils sont mauvais. Vous savez, comme à chaque fois, ils étaient parfaitement connus, les terroristes, donc c'est une faille de nos services de renseignement. La sécurité, ça se fait collectivement et au niveau de l'ensemble de la société. On peut pas le déléguer à tel ou tel, sinon on finit avec le KGB. Hein. Bien sûr. Alors justement, la question de la peur, qui est réelle aussi. Les gens ont peur et quelquefois on comprend parfaitement qu'ils puissent avoir peur. Mais c'est cette question de la peur qui nous pousse à demander de plus en plus de caméras dans les rues, de systèmes de surveillance, etc. Et petit à petit, ce qui nous a fait être démocratie ensemble disparaît. Enfin, ça me nuise. Sortir de la peur, c'est pas simple non plus. Vous avez un espèce de concours Lépine du pluriac, sionnaire. Et mais c'est ça qui est en train de se passer. Vous voyez bien que M. Dassault vient de demander le rétablissement de la peine de mort, quand même. Oui, pour des kamikazes, c'est pas très dissuasif. Hein. Non plus. Voilà. Donc, non, mais pour vous dire, donc si vous voulez, en plus, on court après le Front National. Enfin, certains d'entre nous. Les plus estimables d'entre nous courent après le Front National, et donc on est dans cette espèce de logique où, au lieu d'avoir encore une fois, il n'y a pas, il faut que, mais si vous voulez, je parle en règle générale, au lieu d'avoir une parole pour essayer de rasséréner un peu, en ayant un peu de hauteur, en disant, écoutez, la société est malade, on est malade, on est malade, l'islam de France est malade de sa France, et la France est malade de son islam, parce qu'il faut quand même aussi appeler les choses par leur nom. Essayons, alors il y a cette instance de dialogue, il y a tout un tas de choses qui essayent de se mettre en place, essayons, mais vous comprenez bien que c'est pas des week-ends du thé à la mosquée pour qu'on se parle qui va arranger les choses, ça va pas marcher, ça va être bien ponctuellement, mais c'est pas ça que les gens attendent. Dans des régions où il n'y a pratiquement pas d'émigration, dans des régions très agricoles comme la mienne, le front fait 35% quand même. Donc, je veux dire, le problème, il se pose là. Donc, si vous voulez, à partir du moment où vous avez cette demande et où vous n'avez pas un leadership politique qui est suffisamment éclairé, entre guillemets, dans les meilleurs termes, pour dire, écoutez, on va un peu calmer les choses et on va essayer de travailler ensemble, c'est très difficile. Mais là, on est dans le concept, hein, bien évidemment. sûr. Aurore, vous avez ouvert Agora tout à l'heure avec votre réflexion sur les mots, l'importance des mots dans une question aussi complexe que celle-là. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire avant que nous passions au journal de 13h dans un instant ? J'ai envie de revenir sur une expression que vous avez employée à plusieurs reprises, Nathalie Goulet. C'est celle du lien social, et puis on a parlé d'être ensemble, de faire société, faire collectivement. Bon, c'est vrai, nous sommes des hommes, nous sommes grégaires, nous vivons ensemble, nous avons besoin de ce lien. Et ce lien que l'on dit social, alors en latin, socius, c'est le compagnon. Pour ceux qui en font encore. Pour ceux qui en font encore. Moi, j'en fais encore. C'est très bien. Je vous encourage. Faites du latin. Bon, donc il y a la nécessité de trouver un autre lien, puisque celui-ci est rompu, vous le dites. Celui qui s'impose, c'est celui qui dit le mot relié, c'est le mot religion. Alors qu'il soit réel, ce lien de la religion, ou que ce soit un prétexte, néanmoins, le mot le dit. Religare, c'est relié, c'est lié. Donc, il n'empêche que voilà, c'est un lien pour un autre. C'est un lien pour un autre. Mais il faut qu'une démocratie aujourd'hui trouve le moyen de se relier, de se connecter dans un monde multiconnecté avec d'autres paramètres que ceux du tout sécuritaire, de la menace, de la fermeture des frontières, du repli sur soi, des communautarismes de toute nature. Enfin. Et ça rejoint la discipline de M. Chouet, qui est la connaissance fine et qui aujourd'hui interroge sur comment est-ce que les politiques sont informés sur l'intelligence, comme disent les anglo-saxons, on revient à religere, c'est-à-dire on relie les choses ensemble. Intelligence-service, c'était pas mal vu, mine de rien, M. Chouet. Oui, mais il n'y a que les Anglais qui le sont. Merci à vous en tout cas d'avoir participé à cette première partie d'Agora. Alain Chouet, je renvoie à votre essai avec l'excellent Jean Guinel, au cœur des services spéciaux, la menace islamiste, fausses pistes et vrais dangers. C'est aux éditions de la Découverte, et puis dans la revue des Deux Mondes du mois d'avril, ce commentaire que vous faites sur la situation que nous vivons. Deuxième partie d'Agora, Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne, présidente de la commission d'enquête du Sénat sur les réseaux djihadistes en France et en Europe, vice-présidente de la commission de défense, va répondre maintenant aux questions d'actualité de Karine Bécard du service politique de France Inter. Bonjour Karine. Bonjour à tous. Et à celle de Mathieu Croissando, le directeur de la rédaction de l'Obs. Bonjour Mathieu. Bonjour Stéphane. Deuxième partie d'Agora, c'est parti.
Et là, je me fais reprendre par Aurore qui dit, enfin, deuxième partie, c'est parti, c'est peut-être beaucoup, non? C'est un peu redondant, non? C'est pas faux. Karine, c'est vous qui avez la main. Bonjour Nathalie Goulet. Bonjour. Alors Bruxelles a renoncé à sa marche contre la peur qui devait avoir lieu aujourd'hui, ce dimanche, pour des raisons de sécurité, nous explique-t-on. Alors est-ce que cela veut dire que Paris avait été totalement irresponsable le 11 janvier 2015 en organisant sa grande marche républicaine, ou est-ce que cela signifie que la Belgique est effectivement le maillon faible en Europe de la lutte contre le terrorisme? Franchement, je suis absolument incapable de vous répondre. Je pense que là, c'est une mesure de souveraineté de chaque État. Je crois que le choc d'après Charlie, moi j'étais en Turquie et à la frontière syrienne quand c'est arrivé. Donc nous n'étions pas là, ma délégation et moi-même nous n'étions pas là, nous étions à la frontière syrienne pour voir pendant l'étendue des dégâts. Je pense que le choc de Charlie a spontanément fait que cette manifestation a eu lieu dans les conditions dans lesquelles elle a eu lieu. Je pense que Mais on l'a pas freiné, on l'a plutôt encouragé. Oui, j'ai le sentiment. Mais encore une fois, moi, j'étais pas en France à ce moment-là, mais je pense qu'il y a eu aussi un mouvement de population qui allait vers ça, parce que franchement, c'était un choc. Ce qui se passe à Bruxelles, c'est que c'est quand même la 3e ou la 4e fois cette année, et ça suit Istanbul, Ankara, Bruxelles la dernière il y a quelques mois, et puis le Bataclan, et puis c'est-à-dire que je peux pas dire qu'on s'habitue, bien que ce soit le cas, mais c'est quand même une répétition du même type de choses. Donc mais la Belgique a les moyens de sa sécurité ou pas alors? Ça, faut demander aux Belges. Hein. Je sais pas. Alors, on va poser la question autrement. Est-ce que vous avez le sentiment, comme l'a exprimé visiblement François Hollande récemment, que ce réseau franco-belge est en passe d'être anéanti? On sait qu'on a alors ça, j'en ai aucune idée. Alors encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, Fauque, Yaka et les certitudes dans cette matière. Moi, je trouve que certains sont bien imprudents, parce que si vous avez entendu ce qui s'est passé après Charlie ou après le Bataclan, on les avait tous arrêtés, on savait très bien, on a arrêté Salah Abdeslam et on a mis un coup fatal à Daesh. Vous avez vu ce qui s'est passé 3 jours après. Alors les certitudes dans cette matière-là, je ne crois pas du tout qu'il faille s'en prévaloir. Alors il a tout de suite dit aussi qu'il existait bien d'autres réseaux. Il en existe beaucoup des réseaux en France. Ça, vous le savez ou pas? Mais il en existe forcément beaucoup parce que... On peut les quantifier? On a une idée du nombre? Je crois pas. Chaque fois qu'on donne des chiffres, d'ailleurs, moi, ça m'étonne toujours un peu. On va se parler franchement, on est entre nous. Bah oui. Parce que si on sait qu'il y a 300 ou 400 personnes là, on a les noms et les adresses. Si on sait combien, un ou deux près, sont partis en Syrie, c'est qu'on les avait identifiés avant, qu'on les a vus passer la frontière. Alors qu'on n'a pas de PNR, alors qu'on a des frontières où il y a pas tellement de trous dans la raquette, mais plus de cordage. Bon, donc moi je veux bien qu'on nous donne des chiffres, mais très honnêtement, je suis très très prudente. En tous les cas, si les services ont les chiffres, tant mieux. Mais moi, je me fie pas du tout aux chiffres parce que je pense qu'on a une nébuleuse dont qu'on maîtrise pas. D'autant qu'en plus, il y a des circuits d'amitié, des circuits familiaux. Vous avez vu que Salah Abdeslam a quand même été arrêté à 50 mètres de chez lui, alors que ça fait 4 mois que tous les spécialistes sur toutes les antennes nous expliquent qu'il est reparti en Syrie retrouver Fabien Klein. Et en fait, il était chez lui. Et donc là, j'en reviens à la sécurité en Belgique. Comment on peut mettre 4 mois pour mettre la main sur Salah Abdeslam, qui finalement est à Molenbeek avec sa famille, ses proches, ses amis, sa famille. Mais ça, je crois qu'il faut interroger les services belges, sachant par ailleurs que l'équipe qui l'a arrêté est une équipe franco-belge, puisqu'on a repris ce travail de coopération avec nos services. Nos services qui font exactement ce qu'ils peuvent et le maximum pour assurer notre protection. Est-ce qu'ils le font bien, Nathalie Goulet? Parce qu'on a le sentiment, à chaque fois qu'on découvre le pédigré de tous ces djihadistes, qu'ils étaient connus, que certains avaient été condamnés, que certains avaient été fichés. On sait au fond très bien qu'ils étaient, et c'est un tout petit monde interconnecté. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on les redécouvre comme ça? Je peux ajouter même, Mathieu, parce que on l'a abordé aussi tout à l'heure avec Alain Chouet, la plupart d'entre eux issus du grand banditisme. On n'est pas du tout dans du militantisme politique. Ce sont des jeunes hommes qui étaient connus des services de police pour des faits de criminalité de base. Alors, depuis Charlie, le gouvernement a dépensé un peu plus d'1 milliard d'euros. J'ai entendu tout à l'heure votre invité parler de bout de ficelle. J'aimerais qu'on en reparle parce que le bout de ficelle pour ces sujets-là, c'est pas du bout de ficelle, c'est 1 milliard d'euros pour d'abord embaucher du personnel parce que nos services étaient totalement exsangues et déplumés, il faut le dire. Ensuite du matériel, ensuite de la haute technologie, enfin tout ce qu'il faut pour équiper des forces de police qui avaient quand même subi des chutes d'effectifs importantes. Je parle pas de la loi de programmation militaire qui a quand même été
le ministère de la Défense a toujours été la variable d'ajustement des problèmes budgétaires. Mais au bout d'un moment, on est à l'os quand même. Et Dieu merci, on a sauvé la loi de programmation militaire cette année et l'année dernière pour garantir quand même à nos services. Et vous voyez qu'on a quand même besoin des forces armées, notamment dans l'opération Sentinelle, etc. On a quand même besoin de l'armée sur nos territoires. Donc, pour répondre à votre question, savoir s'ils font bien ou mal leur service, leur travail ou s'ils ont les moyens de le faire, je pense qu'on est en phase de restaurer un niveau suffisant pour nos personnels qui font... Mais on n'y est pas encore, pour vous. On a l'impression qu'il manque des analystes, au fond, puisque toutes les données elles sont là, c'est juste, on a l'impression que soit les gens ne se parlent pas, soit qu'on n'a pas assez de gens pour en tout cas dire, tiens... tout le monde a commis... Alors, le fait de commettre des rapports, ça nous rend encore plus humbles que d'habitude pour ceux qui le sont ou ceux qui ne le sont pas. C'est que on fait des rapports, on a bien travaillé, on est très content, ça finit dans un tiroir et tout le monde s'en fout. Bon, voilà. Donc, il faut se le dire. D'ailleurs, on a déposé avec mes collègues un certain nombre d'amendements dans le texte sur le terrorisme, parce qu'on a encore un texte sur le terrorisme qui arrive au Sénat, qui sont des propositions qu'on avait faites dans le rapport de la commission d'enquête et qui est évidemment pas pris en considération. Ça aurait été trop simple de gagner du temps avec ce qu'on avait fait, donc on est obligé de repasser par la voie de l'amendement. Donc tout ça pour vous dire, moi je crois que c'est extrêmement compliqué. De toute façon, on peut pas mettre une personne, un policier, un gendarme et les services derrière. Le renseignement, vous posez une problématique qui est simple, c'est que est-ce qu'on fait du tri dans le renseignement ou est-ce qu'on fait ce qu'on appelle la pêche au chalut? Bon, le dernier texte, la dernière loi sur le renseignement que j'ai d'ailleurs pas voté, consiste à faire de la pêche au chalut, c'est-à-dire qu'en fait vous collectez énormément de données, mais après il faut les traiter, donc il faut garder de l'humain derrière le renseignement. Et on en manque? Probablement oui, mais parce qu'en ce moment on est sous une avalanche de données. Donc pour vous c'est un problème humain et pas une absence de coordination, que ce soit entre les services d'un même pays ou que ce soit entre les services de pays différents, parce que au fond quand on regarde on dit tiens lui il avait été signalé là en Allemagne en septembre, tiens lui on le surveillait depuis. Est-ce que c'est que les services ne se parlent pas? Le renseignement fait partie des domaines de souveraineté des États pour lesquels ils sont extrêmement jaloux de leur souveraineté. Bon. Donc, échanger les données, échanger les fichiers, ça prend du temps, c'est des méthodologies, il faut plus d'hommes. Bon, bien qu'avec la Belgique, il n'y a pas tellement de problèmes linguistiques en principe. Je pense que là, il y a toute une méthode à remettre en place et on est toujours un peu dans l'ex-post, c'est-à-dire qu'on attend qu'il y ait un pépin pour réagir, on n'est pas dans l'ex-ante. Mais les pépins, ils ont eu lieu, Nathalie Goulet. Ça y est, oui. Puis ils continuent à avoir lieu régulièrement. Enfin là. Oui, mais là, il faut une analyse claire et puis on a besoin de plus d'Europe, mais pas de l'Europe du coup de menton. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être dans le déclaratif. Dans le déclaratif. Là, on est beaucoup dans le déclaratif. Le gouvernement agit, l'Europe traîne des pieds, ça se réunit, ça décide, mais après, sur le terrain, on parle de garde-côte européen depuis 10 ans. Sur le renseignement, il faut une agence européenne ou vous dites, au fond, les tuyaux existent, il suffit de les brancher? Écoutez, des grands machins avec de l'administration, des sièges, des dépenses et des fonctionnaires, je crois qu'on en a assez. L'Europe sait faire ça. Je pense qu'il faut qu'on utilise les tuyaux et puis on voit... en gros... on fait d'abord les raviolis et après on voit comment on met la boîte. Est-ce qu'il nous manque aussi... Pardon, mais est-ce qu'il y a une volonté politique de faire en sorte que précisément ce système se mette en place? Je pense qu'on partage pour de bon les informations et les moyens de traiter les dossiers. Mais je pense que les faits vont obliger les plus réticents à coopérer. Ça se fait déjà entre les services, les services coopèrent à l'évidence. Mais encore une fois, il y a une question de délai dans la réaction. Moi, je veux pas, pour plein de raisons plus une, je ne me sens pas, moi, petit sénateur rural de l'Orne, en capacité de critiquer les services. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir d'idées sur la question. Mais c'est quand même ces gens-là qui risquent leur vie et c'est eux qui sont là pour notre sécurité. Alors, et moi, je sais critiquer les outils. Je sais qu'ils font le maximum. Ce que je sais aussi, c'est que quelque chose comme le Parlement européen, qui est quand même l'instance la plus démocratique et la plus proche du citoyen qu'on connaisse, refuse de voter le Passenger Name Record, qui est un fichier des voyageurs dont on a impérativement besoin. Ça fait 7 ans qu'on demande ce PNR. Donc, en gros, c'est un fichier qui comporte nos voyages, nos noms, nos spécificités, qui vous êtes assis, qui s'assoit à côté, tant pis pour les gens qui trompent leur femme ou qui trompent leur mari. Ce que vous mangez, dans ces cas-là, commandez que du végétarien au lieu de commander du kasher ou du halal si vous voulez pas être fiché. Enfin, tout ça n'est pas très grave. En revanche, on peut avoir la trace de ce que vous faites. Alors, c'est d'autant plus hypocrite, il faut quand même le savoir, que l'Union européenne a avec les États-Unis ce PNR.
Parce que les États-Unis ont dit à l'Europe, où vous avez ce passenger name record avec nous, il n'y a plus un zinc européen qui atterrit chez nous. Et on est obligé de demander aux Américains. C'est le 22, pour les plus anciens d'entre nous, c'est le 22 à Asnières. Mais quand on parlait des moyens humains qui manquent, on parle que des renseignements encore. Est-ce qu'il n'y a pas un autre type de moyens humains qui nous manque? Des sociologues, des profilers. On se rend bien compte quand même que ces terroristes, souvent, voilà, c'est familial, c'est souvent dans les mêmes zones. Il y a des repères comme ça à faire. On a l'impression que ça, c'est pas fait. Il y a un fichage, il y a un maillage qui est pas fait. C'est-à-dire que d'abord, on est un peu, pardonnez-moi de vous le dire, probablement imprégné d'un certain nombre de séries américaines pleines de profilers qui devinent à peu près tout en 40 minutes. Là, c'est un peu plus long. Non, mais même je parle de sociologue. J'enlève le mot de profiler. Non, mais profiler aussi, il en faut, bien sûr. Sociologue, ça veut dire que vous vous intéressez déjà de près au territoire. Donc, vous savez qu'on a supprimé les renseignements généraux et qu'on est en train de redonner... Je crois, enfin moi j'étais pas dans la boucle à l'époque, mais je pense que c'était pas une bonne idée. On avait les moyens de les garder ? Je ne sais pas. Mais vous savez, on a supprimé le service militaire au motif que ça coûtait trop cher. Tout le monde est en train de se demander comment on va le rétablir aujourd'hui. Il y a des mesures qu'on prend à un moment donné et dont on ne se rend pas compte des effets, malgré les études d'impact qu'on devrait faire, parce qu'on a quand même des outils statistiques qui sont capables de nous dire si on fait bien ou mal. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc le sociologue. Avoir des sociologues, ça veut dire qu'on est sur le terrain et on considère que les failles du système ou que la préparation des failles viennent de l'humain. C'est-à-dire, ce qu'on parlait tout à l'heure, l'humiliation, la désocialisation, l'échec scolaire, etc. Donc ça veut dire qu'on remet en cause tout ce qui constitue la société française. Et c'est là qu'on en vient. Oui, il faut des sociologues, oui, il faut des structures ad hoc, avec une espèce d'unité. Alors, on a des organisations internationales qui font, par exemple, des programmes. J'aime pas le mot déradicalisation du tout, je préfère reconstitution du lien citoyen. On a des institutions internationales chargées de ça. Mais nous, on n'utilise pas, comme depuis que la France éclaire le monde, on n'a plus besoin d'électricité. Nous, on n'utilise pas ces programmes-là, on se les crée. Total, devant la masse de sujets à traiter, on a utilisé les outils qui existaient. La Mivilude, qui s'occupe des sectes, qui a quand même pas grand-chose à voir avec la déradicalisation. Le centre de Madame Bouzard, dont on a parlé tout à l'heure, qui avait le mérite d'exister, mais qui est pas opérationnel maintenant et qui a quelques soucis, peu importe. Lesquels ? Chaque préfecture organisant elle-même la prise en charge des gens signalés sur son territoire. Donc on n'a pas une uniformisation de la prise en charge. Ça, c'est la faute de l'État ? C'est la faute du gouvernement ? C'est à eux d'organiser ? Mais je pense qu'il faut l'organiser. Alors la faute, je sais pas. Le résultat, c'est que devant l'urgence de prendre en charge un peu plus de 9000 personnes radicalisées signalées aujourd'hui à l'unité centrale de lutte antiterroriste, qui s'appelle l'UCLAT, avec ce numéro vert. Comme les gens sont plus formés au phénomène de radicalisation, on reconnaît plus vite des gens qui sont en train de se radicaliser, donc on les signale, donc le chiffre augmente de façon exponentielle. Et devant ces plus de 9000 personnes qu'il faut traiter, on les renvoie à leur préfecture, qui elle-même renvoie aux outils qu'elles ont. Et donc vous voyez bien... Ça marche, la déradicalisation ? Mais comme je ne sais pas ce qu'il y a derrière ce mot-là, je ne peux pas vous dire. Mais a priori... Vous en avez visité des centres de déradicalisation ? Oui, j'en ai visité. Ça marche, c'est une forme de... Moi, je peux pas vous dire que le centre que j'ai visité en Arabie Saoudite soit directement transposable ici. Hein. Mais il faut pas rire de l'Arabie Saoudite qui fait du travail, parce que, vous savez... mais il y a un système juridique et pénitentiaire très éloigné du nôtre, quand même. Leur conception est plutôt différente. Voilà. Mais c'est après la prison. Ce que je veux dire par là, c'est que les Saoudiens ont pris des mesures contre le financement, etc. Quoi que les gens puissent en penser, parce qu'ils sont devenus une cible du terrorisme. Et ça a quand même pas mal altéré leur bonne humeur. Donc ils ont vraiment pris des mesures. J'y suis allée, on a vérifié. Les textes sont publiés sur mon site, parce que, comme vous, j'étais un peu dubitative. Donc il y a des choses qui sont faites. Moi, je crois à une chose, et c'est là que vos sociologues sont importants, c'est l'évaluation des jeunes gens qui sont en voie de déradicalisation ou qu'on a identifiés. C'est-à-dire en termes de prévention ? Il faut absolument un traitement individualisé pour voir d'abord s'ils ont envie d'une formation professionnelle, s'ils ont envie de tester. Mais le problème, c'est pas forcément un boulot.
Pardon ? Le problème pour ces jeunes qui basculent dans Mais ça le peut djihad. l'être aussi. Quand Mais il y a une évaluation. Quand on voit le profil des gens qui sont soit mis en examen, soit morts à Bruxelles, il y a des gens qui étaient intégrés, il y a des gens qui avaient fait des études, il y avait des Bien gens sûr, qui mais avaient je parle pas de systématiquement. Je vous dis qu'il faut une évaluation individuelle des cas devant lesquels vous vous trouvez, parce que vous avez des gens qui trichent sur leur volonté de réintégrer. Vous avez des gens qui ont une vraie volonté, pour lesquels on peut peut-être analyser des signes vers lesquels on peut les diriger. Bon. Donc là, on est même dans la psychologie. Il nous faut des psychologues, des sociologues, mais tout ça, c'est pas du tout abordé. Mais non, c'est pas du tout abordé, parce que prévention, c'est un gros mot. Vous voyez bien ce qui se passe tous les jours. Vous pensez bien que les gens n'ont pas envie de prévention aujourd'hui. Si vous parlez du vivre ensemble, du thé à la mosquée et de la prévention, vous n'allez pas avoir de clients. C'est-à-dire que vous passez pour un angélique, si vous dites ça ? Oui, ça voulait dire ? Bien sûr. Or, il faut le faire. Bien sûr. Mais si on explique que c'est nécessaire, qu'aujourd'hui, il faut qu'on comprenne comment ces gens-là fonctionnent. Mais je crois qu'il ne faut pas le dire, il faut le s'organisent. faire. Il faut le faire. Mais si je peux me permettre, quand vous avez un Alain Chouet, oui, figure éminente des services français qu'il a dirigé pendant une grande partie de sa carrière, qui dit exactement mot à mot ce que vous venez de dire, mais qui le disait il y a déjà 15 ans, 20 ans, qui le disait à la sphère politique. Bien sûr. Et qui nous a dit tout à l'heure, de la façon la plus claire qui soit, on ne m'écoutait pas. Bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on fait là ? Regardez Cosque Cavard sur la radicalisation en prison, où on a toujours exactement le même problème. Regardez, mais je pense qu'il est grand temps de faire face au j'allais dire failure, à force au manquement et au raté qu'on a eu. Il faut que les politiques dont je fais désormais partie, et probablement pas aussi lointain que ça, fassent un bilan et agissent. Mais là aussi, il faut un plan de bataille, il faut une feuille de route. Mais vous diriez que la réponse du gouvernement, elle a été elle était uniquement répressive ou sécuritaire et pas assez sur la prévention. On se souvient que Manuel Valls avait dit comprendre. C'est déjà presque mais si vous voulez, devant une situation comme le Bataclan, ou devant une situation comme Charlie, ou devant une situation comme la Belgique, Ankara, et tout ce qui se passe à Istanbul, et tous les jours quand vous avez des attentats, le gouvernement y répond, et je dois dire que le ministre Cazeneuve est extrêmement motivé, comme l'ensemble de ses troupes, comme le président, le ministre de l'Intérieur, celui de la Défense, le Premier ministre, le gouvernement et le Parlement est aussi solidaire. Ils répondent à la situation d'urgence. Ils répondent à la situation d'urgence. Et quand vous êtes dans l'urgence, vous ne pouvez pas régler les problèmes de prévention, les problèmes, puisqu'on est dans l'ex-post. Donc, il se passe un truc sur le Thalys, on met des portiques, demain c'est le métro, on va ça. Bon, voilà. Donc on est dans l'ex-post, on n'est pas dans l'ex-ante. On met pas les choses à plat en se disant voilà, où est-ce que ça manque, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et là-dessus, comme la multiplication des incidents rend les choses encore plus instables et l'opinion publique légitimement encore plus inquiète, et comme par ailleurs le front court de plus en plus vite, et ben voilà, on est dans cette équation. Le Front National. Mais oui. Entre janvier et novembre, quand même, on a quasiment 10 mois qui s'écoulent. Oui. Là, on a quand même le temps, effectivement, en février et mars, d'être sur le rapide, l'immédiat, l'efficace, le sécuritaire. Après, on a quand même un peu le temps de réfléchir, non ? Ben, on a engagé, il y a eu beaucoup d'embauches dans les services, il faut le temps de former les gens. On a eu cette loi sur le renseignement qui est arrivée, bonne ou mauvaise, là, elle est là, il y a des outils qui sont utiles et d'autres qui ne le sont probablement pas. Il y a des réflexions qui s'engagent, comme cette instance de dialogue de l'islam de France. Tout ça, il faut que le temps que ça se mette en place. C'est lourd, l'administration française. Il faut un islam de France aujourd'hui, c'est ça ? Il faut l'organiser, c'est urgent, ça ? Écoutez, je ne sais pas, mais en tous les cas, il faut en parler. Nous, on a demandé au Sénat une mission d'information sur l'islam, parce que tous les jours, on a des éléments. Là, je vais adopter un ton qui est un peu plus grave, bien qu'on puisse dire des choses graves avec le sourire, parce que c'est un sujet extrêmement sensible. On a 5, 6 ou 7 millions de musulmans en France. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous allez aux Émirats, qui est quand même un pays avec lequel on a de très bonnes coopérations et qui a un sens de l'organisation qui est pas comme ses voisins, ou quand vous allez dans d'autres pays, on vous dit bon, combien vous avez de musulmans en France ? Bon, entre 5 et 7 millions. Ah bon ? Pas... Combien vous avez de mosquées ? Pas 3 000. Ah bon ? Et combien vous avez d'imams ? Ben, on sait pas bien. Et comment ils sont formés ? Ah ben là, on sait pas du tout. Et les gens vous disent, non mais attendez, là, ça va pas du tout, là, il faut vous organiser. Bon. Oui, mais on a la laïcité. Ah, oui, la laïcité. Alors, oui, voilà. Donc, il faut arriver à
à pouvoir avoir une instance de dialogue, c'est ce que le ministre de l'Intérieur a fait avec la communauté musulmane, de façon à ce qu'elle puisse répondre à un défi extraordinaire où 9000 personnes qui se réclament d'un islam totalement dévoyé arrivent à jeter l'opprobre et provoquer l'islamophobie sur l'ensemble de la population musulmane de France, qui est inacceptable. Mais l'islam de France, Nicolas Sarkozy en parlait déjà il y a 10 ans. Mais c'est pas une mauvaise idée, sauf que ni Nicolas Sarkozy ni personne n'a la capacité de Napoléon d'enfermer tout le monde dans une pièce pour recréer le consistoire. Alors donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous avez souligné le problème de la formation qui se passe souvent à l'étranger, vous avez souligné le problème du financement qui vient souvent de l'étranger, vous avez aussi souligné dans vos travaux le problème des prêches qui se font souvent en langue étrangère. Ça, on peut le faire en France. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben justement, la mission que Corinne Ferret préside et que je rapporte avec mon collègue d'Alsace, parce que là il y a le concordat, c'est aussi intéressant comme méthode. Donc on s'y est mis à 3 avec une vingtaine de collègues et on est en train de réfléchir. Non pas pour faire des préconisations, parce que c'est pas au rôle du parlementaire de faire des lois sur l'islam, parce que c'est pas ça. Mais en même temps, il y a une espèce de schizophrénie. Pourquoi c'est pas au rôle du parlementaire de faire des parce lois sur que la laïcité fait qu'on peut pas intervenir dans l'organisation du culte. J'allais vous dire qu'il y a une espèce de schizophrénie, puisque l'État intervient de temps en temps, ou de temps en temps il n'intervient pas, etc. Donc il faut qu'on arrive à avoir des réponses. Par exemple, vous parlez des prêches en français. 100% des gens qu'on a interrogés en France à l'étranger, j'ai quand même vu le ministre du Hadj à Riyad, ou le gouverneur de la Mecque à Jeddah, le ministre d'1,5 milliard de musulmans, quand il vous dit qu'on peut faire les prêches dans la langue du pays d'accueil, ou du pays de résidence, plus exactement, parce que ça ne parle pas d'accueil, c'est une formule de style, c'est qu'on peut les faire. Bon, voilà. Donc on a besoin de ces réponses-là, au moins pour pas dire d'ânerie. Ce sera déjà une avancée. Mais donc, j'ai toujours pas compris. Il faut combien de mosquées en France? Il faut former les imams comment? En France. Où financer en France, former en France. Par qui? Alors, sur le financement, il y a des pistes qui ont été évoquées. Oui. Récemment, il y a Nathalie Kosciusko-Morizet qui propose une taxe sur le halal. Et moins récemment, le rapport qu'on avait rendu, oui. C'est une bonne idée, ça? Alors, expliquons la taxe. C'est pas une vraie taxe. Ce qui se passe, c'est que le circuit halal, qui est d'une transparence relative. C'est un euphémisme? C'est ce que vous dites. Dans ma Normandie... Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas encadré, le marché de la viande halal. Disons que nous aujourd'hui, on n'a pas de grande transparence sur ce circuit. Qui est géré en partie par le milieu associatif, avec beaucoup de salariés, beaucoup d'argent qui circule. Donc le circuit entier génère dans son ensemble, les abattoirs, etc., quelque chose qui doit être proche de 6 milliards d'euros. Bon, alors il y a beaucoup de choses là-dedans, mais évidemment on est en train, c'est pour ça que cette mission est intéressante, parce qu'on est en train d'essayer de comprendre. Encore une fois, on ne porte pas de jugement, on essaie juste de comprendre. Le minimum qu'on attend de parlementaires, c'est de comprendre de quoi on parle. Bon. Donc ce circuit-là génère un chiffre d'affaires global extrêmement important. Donc l'idée, c'est d'utiliser une partie de ce chiffre d'affaires-là. D'ailleurs, c'est pas nous qui avons eu l'idée, mais c'est le président du Centre des aumôniers qui est dans ce rapport qui nous l'a dit. Il nous a dit, vous savez, on a les moyens de financer avec de l'argent venant de la communauté, à la fois les mosquées et à la fois la formation des imams et des aumôniers. La communauté a les moyens, parce que eu égard à la laïcité, l'État ne peut pas payer ça. Donc il faut que ce soit la communauté qui prenne ça en charge. Et il semblerait, au vu des affirmations des membres de la communauté musulmane que nous avons rencontrés déjà depuis notre commission d'enquête et des autres intervenants, que ce financement, il peut y avoir un autofinancement de la communauté pour les outils dont elle a besoin, et dont tout le monde a besoin d'ailleurs. Donc pour financer la construction de mosquées, la formation d'imams... Il semblerait que ce soit suffisant, qu'on a les moyens en France de le faire. Il semblerait, au terme des auditions, et pas seulement des auditions, mais des rencontres, qu'il y a une possibilité qu'on puisse éviter les financements étrangers. Les financements étrangers sont issus d'un historique, d'un passé colonial, où le communautarisme de la communauté musulmane ici, que ce soit le Maroc, l'Algérie ou d'autres, ou par la Turquie, l'ambassadeur turc nous a expliqué en audition, l'ambassadeur du Maroc nous a expliqué en audition, qui est sur le lien du site, la façon dont ça fonctionnait, et la communauté musulmane de France semble tout à fait capable de ne pas avoir besoin de financement étranger. Qu'est-ce que... On ne l'a pas dit encore, vous êtes la présidente du groupe d'amitié au Sénat France Pays du Golfe. Je les ai tous. Qu'est-ce que vous dites en fait
à ces gens du pays du Golfe quand vous les rencontrez? Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui fonctionne bizarrement en termes de finances quand même. On a l'État français qui vend des armes à l'Arabie Saoudite, qui accessoirement distribue aussi des médailles et des décorations. L'Arabie Saoudite qui finance un peu Daesh quand même. En tout cas, c'est ce qu'on découvre dans certains rapports américains. Ouais, alors justement, les rapports américains, donc on va reprendre les mots. Il faut les annuler? Non, on va reprendre les mots. Non, on va reprendre les mots. Les mots et le calendrier. Bon. Lorsque l'Arabie Saoudite fait des annonces pour recruter des bourreaux parce qu'ils en manquent, moi je pose une question d'actualité en demandant combien de temps on va accepter les appels d'offres internationales avec l'Arabie Saoudite qui recrute des bourreaux. Bon, il y a personne que ça ne peut pas choquer. Mm-hmm. Et en même temps, je travaille sur le terrorisme, et en même temps, j'ai rendu un rapport pour l'Assemblée parlementaire de l'OTAN sur le financement du terrorisme. Je suis allé au département d'État américain, je suis allé au FBI. Avec les membres de ma commission, on a même rencontré le directeur de la CIA, ce qui est quand même assez exceptionnel pour de pauvres parlementaires français d'être reçus à ce niveau. Bon, on était complètement dans Homeland, je peux vous le dire. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'Arabie Saoudite, à un moment ou à un autre, comme les États-Unis ont financé Ben Laden quand il s'agissait de sortir les Soviétiques d'Afghanistan, comme à un moment ou à un autre, les Israéliens ont financé le Hamas pour affaiblir l'OLP. À un moment, il y a des, c'est l'Orient compliqué, hein. Ça peut pas se faire aussi simplement. Bon, mais depuis que l'Arabie Saoudite est une cible, ils ont beaucoup réglé les problèmes de financement. Alors, on peut probablement ce que soulignait, le rapport du Congrès américain qui a été rendu en avril dernier, c'est quand même qu'il y avait c'était surtout des donateurs privés, hein, qui étaient. Alors ça, ils ont mis en place un TRACFIN le même. Ils ont mis en place un TRACFIN le même que le même. Des donateurs privés du Qatar, d'Arabie Saoudite. Alors sur l'Arabie Saoudite, le Qatar, je sais pas, mais en tous les cas, les États-Unis ont réglé le problème d'une façon très simple, c'est qu'ils ont mis dans chaque fondation une espèce de comptable du Trésor. Ils ont une personne, un comptable habilité pour surveiller les transferts de fonds. Et les maniements de fonds et notamment les quêtes qui vont avoir lieu au moment du Ramadan dans assez peu de temps et tout ça doivent passer par un circuit transparent. C'est pour ça que ce qu'avait créé Dominique de Villepin, qui était la Fondation pour les œuvres de l'islam de France, permettait de canaliser ces financements et de leur donner un peu plus de transparence. Aujourd'hui, de ce que vous avez vu et ce sur quoi vous avez travaillé, vous pouvez dire l'Arabie Saoudite finance plus, il n'y a plus de gens en Arabie Saoudite qui finance l'État islamique? En tous les cas, je pense que le royaume saoudien a pris des vraies mesures parce qu'ils sont ciblés. C'est peut-être pas forcément une vocation mais ils l'ont fait par nécessité vitale, par instinct de survie, parce que finalement Daesh est devenu leur ennemi. Ils sont absolument. Moi, j'y suis allé, on a vérifié, on a demandé les textes. Bon, vous me direz que la réglementation, elle est probablement ici comme là-bas, elle peut être appliquée ou pas. Mais il y a une vraie en tous les cas, il y a une vraie volonté. Moi, je l'avais pas senti comme ça il y a quelques années. Pour le Qatar aussi, pour le Koweït aussi, pour le Yémen. Ça, je peux pas vous dire. Le Yémen, c'est une tragédie. Parce qu'il y a une forme de schizophrénie quand même. On a une Arabie Saoudite qui diffuse le wahhabisme, hein, qui est la version quand même la plus rigoriste et la plus radicale de l'islam. Donc c'est un interlocuteur normal pour vous? C'est un interlocuteur je veux dire que l'Arabie Saoudite wahhabiste diffuse le wahhabisme, c'était assez logique. La façon dont elle le fait et la façon dont elle est interprétée. Voilà. Non, mais la façon dont elle est interprétée, là encore, je crois qu'il y a des modifications dans le fonctionnement. C'est qu'on peut réformer l'islam de France, mais si les Saoudiens continuent de diffuser leurs idées avec force moyens, l'idée, c'est d'essayer de réfléchir, encore une fois, avec beaucoup de prudence, pour savoir si ce que nous dit la communauté est faisable, c'est-à-dire si on n'a pas besoin de financement étranger, ce qui serait quand même idéal. Bon, mais vous savez que en même temps, vous parliez tout à l'heure des mots, de parler, de pas se parler. La diplomatie, c'est parler à tout le monde. L'économie, c'est aussi parler à tout le monde. Bon, donc si on doit travailler qu'avec les grandes démocraties, on va être quand même très très seul. D'autant que certains États aux États-Unis appliquent toujours la peine de mort, donc et qui font quand même des guerres illégales qui nous conduisent où on est aujourd'hui. Hein, parce qu'il faut quand même pas oublier que c'est quand même l'invasion de l'Irak qui a provoqué tout ça. Bon, donc si on veut être hyper rigoriste et laver tellement blanc qu'il n'y a plus rien à manger pour les poissons, on va être quand même très très seul. Bon, donc évidemment, on travaille avec l'Arabie Saoudite, évidemment, on parle avec l'Arabie Saoudite, évidemment, on parle avec tous les États. C'est la force de la diplomatie. C'est normal. C'est normal. Je pense qu'il faut assumer ce type de relation parce que, de toute façon, si c'est pas nous, ce sera quelqu'un d'autre. Alors, si vous voulez qu'on parle maintenant de la grande moralité qu'il peut y avoir à vendre des armes ou pas,
ça c'est un autre sujet. C'est tout ça. Vous vous rendez compte, on est dans la théorie complète. On va plus vendre d'armes. On va plus travailler avec les monarchies du Golfe, on va plus travailler qu'avec les pays complètement démocratiques. Et les intérêts des uns et des autres, quand on voit un ministre de l'Intérieur français se mettre en colère contre les lobbies des chasseurs s'agissant de la réglementation des armes, on se demande un peu où on est aussi, non ? Mais on est dans la réaction. Voilà, on est. Tout ça est. Vous laisse sans voix. Oui, les chasseurs sont éminemment respectables. Moi, j'ai pas de souci avec les chasseurs. Et vous ne voulez pas en avoir, j'ai l'impression. Non, mais je suis pas obligée. Non, mais vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Je sais bien que c'est le dimanche de Pâques, voilà, et que vous avez trouvé un brillant sénateur d'un département rural. Mais en même temps, je suis pas obligée d'avoir un avis sur tout. Non, vous avez raison. Non, mais d'ailleurs, on va vous demander. Voilà, on va vous demander votre avis. On va faire de la politique. Juste une chose, le temps de rappeler quand même, parce que il est déjà 53. Si, mesdames, messieurs, qui nous faites l'amitié d'être avec nous, vous avez envie de poser une question, vous nous faites un petit signe, et juste après que Karine aura posé sa question, vous aurez la parole, madame. Je vous en prie, Karine, je vous ai coupé la parole. Un mot vraiment de politique politicienne, c'est affreux. Vous êtes sénatrice UDI. On va parler de la. C'est affreux quand même. Non, mais elle fait déjà une grimace. Ouais, voilà, elle fait déjà une grimace. On va parler rapidement de la primaire de la droite. Alors, ce sera la primaire de la droite et du centre ou pas? Parce qu'on a quelques députés de l'UDI qui commencent déjà à nous dire que finalement, certes, les militants ont voté à 66% contre cette primaire de la droite et du centre, mais nos amis députés centristes commencent déjà à dire que mais si, on réussira quand même à faire une primaire. Mais plus on se rapproche de 2017 et des investitures, on est un peu libéré de ça au Sénat quand même, un peu. Alors les investitures pour les députés. Voilà. Non, écoutez, moi... les Républicains ont décidé de faire des primaires. Donc c'est leur droit le plus strict et c'est tout à fait normal. C'est bon. Maintenant, des primaires ouvertes à tout le monde. C'est-à-dire si vous êtes sur une liste électorale, je ne sais pas si vous payez 1 euro ou 2 euros, 2 euros, voilà, vous pouvez voter. Si vous êtes inscrit sur une liste électorale. Voter aux primaires des Républicains, c'est quand même contribuer à éliminer des gens dont on ne voudrait pas. Bon. Donc, à titre individuel, moi, j'irais voter aux primaires des Républicains. Pour qui ? Oui, voilà, pour qui Probablement, entre nous, vous le disiez. On est entre nous. Probablement Alain Juppé. Voilà, enfin, donc les centristes doivent participer ou pas à cette primaire ? Enfin, je veux dire, participer, avoir un candidat ou pas ? Mais je crois que, si vous voulez, je crois pas que les partis, quels qu'ils soient, aient une telle rigueur et une telle conscience de ceux qui sont supposés représenter, qui peuvent donner des instructions, ni alors il y a des militants qui vont suivre le doigt sur la c'est un peu ce qui s'est passé quand même le week-end dernier. Oui, mais c'est que des militants. Oui, mais il y a plein de gens sympathisants qui vont avoir envie de voter quand même si on n'est pas obligé d'aller voter avec une carte UDI. Vous pouvez voter en tant que citoyen, c'est quand même votre rôle. Si vous avez envie d'éliminer quelqu'un, notamment, parce que c'est aussi à ça que ça sert les primaires. Bon, si vous avez envie d'éliminer quelqu'un, vous pouvez aller voter. Voilà. Mais moi, je vous parle en fait d'une primaire ouverte donc aux centristes, mais pas simplement aux électeurs. C'est-à-dire en termes de candidature. Mais de toute façon, s'il y a un candidat centriste à la primaire des Républicains, il va faire 3%. Donc il n'y a aucun donc intérêt. Il faut pas qu'il y aille. Mais non, il n'y a aucun intérêt. Alors qu'au premier tour de la présidentielle, il ferait combien ? Ça dépend. Si Jean-Louis Borloo revenait, par exemple, ou s'il y avait je sais pas, il ferait probablement pas plus, mais il serait. Merci de votre franchise. Tout est dit. Madame, je vous en prie, le temps passe trop vite, décidément. Oui, bonjour madame. Moi, je voulais revenir sur le financement des organisations djihadistes. Vous en avez parlé, vous avez à peu près répondu, mais est-ce que vous pensez vraiment que l'Europe fait le poids face au financement extérieur tel qu'on est... Alors, je voudrais vraiment, et ne croyez pas qu'il y a un conflit d'intérêts avec ce que je fais par ailleurs, mais je voudrais vraiment essayer de vous faire comprendre une chose qui est essentielle, c'est que les circuits terroristes aujourd'hui se nourrissent du grand banditisme et de la délinquance financière. Beaucoup plus que des pays du Golfe qui, de toute façon, avec le prix du pétrole qui a baissé, et leur volonté de lutter contre Daesh, parce que maintenant Daesh est une menace pour eux. Encore une fois, quand vous n'êtes pas la cible, tout va bien, mais quand vous devenez une cible, l'honneur d'être une cible, c'est pour la littérature. L'honneur d'être une cible quand vous avez les gens de l'État islamique qui viennent vouloir déstabiliser votre pays, etc. Encore une fois, ça calme votre bonne humeur. Bon, donc... oui, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans l'enquête, c'est le produit des braquages qui a permis de financer il n'y a pas que les braquages. Vous retrouvez dans Al-Qaïda, au Sinaï,
des trafiquants de drogue, des cartels d'Amérique du Sud. Vous retrouvez un camp, personne n'écoute, alors je vous le dis parce que dans 6 mois, quand on trouvera, je vous dis et je vous le répète, je l'ai dit à tout le monde, il y a un camp d'entraînement au milieu de l'Ukraine. Parce que la deuxième langue qu'on parle au sein de Daesh, c'est quand même le russe. Bon, avec toutes les républiques d'Asie centrale, il y a un camp d'entraînement aux portes de chez nous en Ukraine. Bon, qui se nourrit des trafics de tout genre de l'Est. Vous avez le trafic d'êtres humains, vous avez le trafic d'œuvres d'art, parce qu'à Palmyre, il y a eu des choses, mais il y a eu énormément de trafic, on a pris un certain nombre de mesures là-dessus. Vous avez du blanchiment, vous avez de la fraude fiscale, vous avez tous ces circuits de délinquance financière classiques et de grande délinquance nourrissent beaucoup plus l'État islamique, ou Daesh, ou ce que vous voulez, que les monarchies du Golfe qui l'ont peut-être fait dans le passé à une certaine époque et pas sous cette forme-là, et qui aujourd'hui ont vraiment totalement arrêté pour des questions de cohérence et de menaces pour elles-mêmes. Mais l'Europe s'est mise d'accord pour essayer justement d'avoir le meilleur regard possible et le meilleur contrôle possible sur ce. Là, ça suppose quand même que chaque banque. Oui, mais il y a eu des mesures de prise évidemment. Mais elles sont appliquées ? Ah oui, il y a des choses qui sont appliquées. Il y a des choses qui sont appliquées. Si, il y a des choses qui sont appliquées. En France aussi, on a encore quelques mesures financières là. Mais là aussi c'est long. Mais le circuit financier c'est le plus facile parce que vous avez l'OCDE, vous avez beaucoup d'instruments maintenant qui luttent contre la délinquance et le blanchiment parce qu'on a bien compris que c'était lié. Mmh. Une dernière question ou pas, Stéphane, il faut qu'on donne la parole à Paula, Jacques, qui va être à l'antenne dans quelques instants. Merci en tout cas, Nathalie Goulet, d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Et bonjour Paula. Bonjour mon cher Stéphane, comment ça va en ce premier jour de printemps ? Écoutez, ça va avec des questions compliquées auxquelles on n'a pas apporté toutes les réponses, mais bon, alors, ce que je peux vous dire, c'est la règle du jeu. Ce que je peux vous dire, c'est que dehors, il y a du soleil. Chez nous, il y aura le soleil de l'intelligence. C'est bien ça, hein. Avec le très grand romancier israélien Abraham B. Yoshua pour son dernier roman La Figurante, et puis un petit bijou de film venu du Mexique, ça s'appelle Le Monstre à 1000 têtes et c'est signé par Rodrigo Pia, l'auteur de La Zona. Je ne sais pas si vous aviez vu ce film. Non, je l'avais pas vu malheureusement. Mais je vais vous écouter, alors à tout de suite Paula. Merci Stéphane, sinon à dimanche prochain. Avec plaisir.